conférence, j'ai choisi de vous parler d'une question qui touche aussi beaucoup de pays dans le monde, qui est l'immigration médicale. Donc j'ai voulu parler d'une question qui est commune à beaucoup de pays occidentaux, mais aussi de pays émergents, qui est le fait que nos systèmes de santé sont placés sous pression, à la fois par des politiques qui visent à maîtriser, à contenir l'augmentation des dépenses de santé, et à accroître l'efficience de nos systèmes de santé. On a beaucoup de réformes en France, en Angleterre, dans beaucoup d'autres pays occidentaux qui sont inspirés du New Public Management et qui visent à rationaliser les systèmes de santé. Je vous ai mis en illustration 12 ouvrages publiés en français de deux collègues qui s'appellent justement décrit ces choses-là à propos des hôpitaux publics, par exemple les travaux de Nicolas Bélanger, c'est l'ouvrage qui est à gauche, et le travail de Pierre-André Juvin, qui est un jeune sociologue français qui s'est intéressé à la réforme du financement des hôpitaux publics en France. Et donc ce qui m'intéresse, c'est d'observer des formes de vulnérabilisation qui ne portent pas seulement sur les usagers du système de soins, à savoir sur les malades, sur les patients, je vais décrire des processus de vulnérabilisation qui portent non seulement donc, sur les usagers, sur les patients, les malades, mais également sur les soignants, à savoir sur les professionnels eux-mêmes, ceux qui travaillent dans le système de santé, qui peuvent voir leurs conditions de travail se dégrader, leur statut se dégrader, et cela peut concerner non seulement les professionnels les moins qualifiés, par exemple les aides-soignants ou les infirmières, mais également les médecins. Et cela va me conduire à m'intéresser à une catégorie particulière de médecins, qui sont les médecins immigrés, donc les médecins à diplôme étranger, qui vont immigrer pour exercer la médecine dans un autre pays que celui où ils ont suivi leur formation. Donc, pour donner un petit aperçu de la situation actuelle, donc je vais donner quelques éléments de cadrage statistique. Donc, ces médecins immigrés sont de plus en plus nombreux, puisque aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, ils représentent environ 17% des médecins en exercice, sachant qu'ils sont très fortement représentés dans les pays anglophones, notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui représentent à eux seuls 80% des médecins à diplôme étranger qui travaillent dans les pays de l'OCDE. Alors, par exemple, vous voyez, dans le graphique, excusez-moi. Que vous voyez dans le graphique à droite, vous voyez donc différentes courbes qui montrent l'augmentation du pourcentage de médecins à diplôme étranger dans plusieurs pays européens ou d'Amérique du Nord, qui montrent bien cette croissance de la proportion de médecins à diplôme étranger. Alors ces statistiques reposent sur des données officielles, mais ces statistiques sous-estiment probablement le nombre total de médecins à diplôme étranger, puisque beaucoup ne sont pas comptabilisés. Pour vous donner un exemple, dans le cas du Canada, donc une étude a montré que 45% des médecins à diplôme étranger au Canada n'exercent pas la profession médicale, contre 10% des médecins canadiens. Donc ça veut dire que beaucoup de médecins à diplôme étranger ne sont pas comptés, n'apparaissent pas dans les statistiques. Donc ces médecins, évidemment, ne viennent pas de n'importe quel pays. Ils peuvent être principalement des pays en développement ou des pays émergents. Alors pour vous donner quelques exemples, donc là j'ai dans le tableau à droite, j'ai mis le cas des États-Unis et le cas de la Grande-Bretagne. Par exemple, si vous prenez les États-Unis, vous avez aux États-Unis 200 000 médecins à diplôme étranger,
Et ces médecins, vous voyez que 47 000 viennent d'Inde, 12 000 pratiquement des Philippines, 12 000 du Pakistan, donc ils viennent principalement de pays en voie de développement. C'est la même chose pour la Grande-Bretagne. Donc, vous avez des travaux qui sont intéressés aux facteurs qui expliquent les migrations de ces médecins. Donc, ils ont mis en évidence plusieurs facteurs. Le premier, ça concerne, c'est rattaché aux mauvaises conditions d'exercice que rencontrent ces médecins dans leur pays d'origine, et aussi plus généralement des conditions de vie qui n'estiment pas satisfaisantes. Ça renvoie parfois aussi à leur souci d'émigrer, d'aller travailler à l'étranger pour améliorer leur formation initiale. Et très souvent, quand ils vont choisir le pays où ils vont aller exercer, ils vont le faire souvent en fonction de facteurs linguistiques ou en fonction des relations qui existent déjà entre leur pays et le pays où ils vont habiter. Par exemple, beaucoup de médecins indiens ou pakistanais vont dans des pays anglophones, puisque ce sont des pays qui étaient d'origine des colonies ou des pays sous protectorat britannique. Alors, ce que montre un certain nombre de travaux sur ces médecins, c'est qu'ils sont très souvent soumis à des discriminations dans les pays où ils émigrent. Donc, je vous ai mis sur cette diapo, quelques exemples de recherches qui ont porté sur plusieurs pays différents, notamment sur le cas des États-Unis, sur le cas du Québec, sur le cas de l'Angleterre, sur le cas d'Israël, et qui montrent tous que les médecins qui émigrent dans ces pays travaillent dans des conditions d'emploi et de rémunération très désavantageuses par rapport aux médecins résidents, ayant suivi leur formation sur place. Et que souvent pour ces médecins, s'intégrer, réussir à trouver un emploi satisfaisant relève d'un véritable parcours du combattant. Et donc, moi ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre quels sont les facteurs politiques et institutionnels de ces discriminations. Et donc, pour cela, j'ai choisi, je vais présenter une recherche qui porte sur le cas de la France. Puisqu'en France, également, on observe une proportion croissante des médecins à diplôme étranger dans le système de soins. Donc, on trouve en fait deux sortes de médecins. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont enregistrés dans les statistiques officielles. Donc, vous voyez dans le tableau à droite, vous avez environ 20 000 médecins enregistrés, qui proviennent soit de l'Union européenne, soit de pays extérieurs à l'Union européenne. Et vous avez aussi des médecins qui ne sont pas enregistrés, qui ne sont pas inscrits officiellement au tableau de l'ordre des médecins, sur lequel tous les médecins normalement doivent être inscrits. Et ces médecins, on estime qu'ils sont environ 7000 en France. Et ces médecins qui ne sont pas enregistrés travaillent quasiment tous dans les hôpitaux. Et ces médecins proviennent pratiquement tous des pays issus de l'ex-empire colonial français, à savoir du Maghreb, de l'Afrique francophone ou des pays du Proche-Orient. Et ces recrutements sont en France assez récents, puisque ça a commencé il y a seulement une trentaine d'années, au début des années 80. Et aujourd'hui, on peut estimer qu'environ 1 médecin sur 8 en France est un médecin à diplôme étranger. Alors, cette recherche que je vais vous présenter est en fait issue d'une recherche plus large, qui est issue d'une recherche qui portait plus largement sur les interventions, la politique de l'État français en matière de démographie médicale. C'est une recherche qui m'a conduit à mettre en relation le développement des recrutements de médecins étrangers et leur place, la place qu'ils occupent aujourd'hui dans le système de santé, avec tout ça en relation avec des logiques sociales et politiques très nombreuses et parfois contradictoires. Donc ce que je vais vous montrer repose sur une recherche empirique, qui repose sur beaucoup de données documentaires, sur des sources d'archives, des archives administratives, sur des sources émanant d'organisations médicales, des syndicats de médecins, des organisations universitaires, des textes juridiques, des journaux médicaux, etc., etc. Mais j'ai également complété toute cette recherche documentaire par des entretiens approfondis que j'ai menés avec des fonctionnaires et également des médecins. Donc, dans un premier temps,
décrire la profession médicale française comme une profession fermée, à savoir une profession fermée aux étrangers. C'est ce qu'on peut appeler la culture nationale. Cette culture a été le résultat de mobilisation de mouvements sociaux en France à partir de la fin du XIXe siècle, et des mouvements qui étaient à forte coloration xénophobe. Et ces mouvements ont eu pour effet de restreindre la possibilité pour les étrangers d'exercer la médecine en France. En particulier, en 1892, on a institué une condition de diplôme, à savoir que pour exercer la médecine en France, il fallait avoir le diplôme de l'État français. Et en 1933, on a aussi décidé qu'il fallait, pour pouvoir être médecin en France, avoir la nationalité française. Je ne sais pas si on a fait qu'en France, dans les années 40, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a suivi des mesures qui ont interdit aux Juifs d'exercer la médecine, mesures qui ont été abrogées à la fin du régime de Vichy. Mais après la guerre, ces mesures qui interdisaient aux médecins formés à l'étranger ou de nationalité étrangère d'exercer la médecine en France ont été maintenues. Et si on regarde ça de plus près, on peut montrer que la condition de nationalité a été appliquée de manière assez souple, puisque très souvent les médecins qui venaient des pays africains finalement étaient exemptés de la condition de nationalité, mais en revanche, la condition de diplôme était appliquée de manière extrêmement stricte. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous aviez fait une formation par exemple au Sénégal, vous deviez, pour exercer la médecine en France, refaire les 3 dernières années des études de médecine et passer tous les examens que passaient les étudiants en médecine. Ce qui veut dire que c'était des conditions extrêmement dissuasives pour exercer la médecine en France. Dans la pratique, très peu de médecins étrangers réussissaient à remplir ces conditions. Alors, cette situation a évolué à partir de la fin des années 60, sous deux facteurs conjugués. Le premier, c'est une évolution du droit international, notamment en raison de la signature du protocole de New York en 1967, qui a étendu la Convention de Genève, celle pour qui porte sur les réfugiés, et qui a étendu cette Convention de Genève aux réfugiés venant de pays non européens. Et donc la France a dû se conformer à ce protocole, et donc, en 1972, une loi a créé une commission qui était chargée de délivrer des autorisations d'exercice à des médecins réfugiés ou devant fuir leur pays pour des raisons politiques. Dans la pratique, cette commission, qui était composée principalement de médecins, devait délivrer ces autorisations de manière extrêmement stricte, de manière extrêmement limitée. Par exemple, vous voyez, je vous ai mis à bas de la diapo un texte issu d'un discours du ministre français de la Santé de 1972 qui explique, donc je cite, que l'octroi de ces autorisations d'exercice devra concerner un caractère exceptionnel. Donc l'idée, c'était que cette mesure devait bénéficier à très peu de médecins. Et d'ailleurs, vous voyez donc le graphique à droite. Je vous ai mis 2 courbes. La courbe du haut, c'est la courbe du nombre de médecins qui chaque année étaient autorisés, qui réussissaient le concours d'entrée en médecine. Donc en 1973, c'était environ 8000 médecins. Et la courbe de droite, c'était le nombre de médecins étrangers autorisés à exercer la médecine en France. Et ils étaient moins de 200. Et vous voyez que ça a ensuite baissé, et qu'au début des années 90, moins de 100 médecins étaient autorisés chaque année, moins de 100 médecins étrangers étaient autorisés à exercer la médecine en France. Ce qui est très très bien. La deuxième évolution, ça a été l'adoption en 1975, de directives européennes sur la libre circulation des médecins entre les pays européens. Et donc, ces directives ont été transposées en droit français en 1977 et ont autorisé n'importe quel médecin venant par exemple d'Allemagne, de Belgique ou d'Italie à exercer la médecine en France. Et donc, ces deux évolutions ont eu pour effet de créer une nouvelle culture, un nouveau clivage, une nouvelle séparation
médecins, à savoir les médecins français ou à diplôme européen, qui ont le droit d'exercer la médecine en France sans conditions particulières, et les médecins venant de pays autres que l'Europe, venant d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, qui, pour pouvoir travailler en France, devaient bénéficier d'une autorisation particulière. Alors, en fait, dans le système français, il y avait quand même des exceptions pour les médecins non européens, et notamment à l'hôpital. En fait, les médecins universitaires français ont noué depuis plusieurs décennies des collaborations avec des universitaires d'autres pays francophones, notamment en Afrique, en Algérie, au Maroc, dans les pays qui étaient les pays donc, qui correspondaient à l'ancien empire colonial français. Et dans ce cadre-là, il y avait des échanges d'étudiants, de médecins en formation, et donc on accueillait en France des médecins en formation pour qu'ils puissent compléter leur formation. Donc on avait déjà par ce biais des médecins étrangers non européens qui pouvaient venir exercer à l'hôpital. Mais, en plus de cela, en France, dans les 60 et 70, on a observé un développement très très important du secteur hospitalier. Et pour cela, il fallait des médecins. Et à ce moment-là, on a commencé à manquer de médecins pour certaines spécialités. Par exemple, l'anesthésie. Et pour cela, le ministère du Travail, donc par le biais des circulaires, a autorisé ces hôpitaux à recruter de manière exceptionnelle, en dehors du droit, si vous voulez, des médecins à diplôme étranger, mais qui ne pouvaient être exercés qu'à l'hôpital. C'est par exemple le cas donc, de la directive, de la circulaire dont vous avez un extrait à droite. Et même, à partir de 1975, l'État français a adopté une circulaire pour permettre aux hôpitaux de recruter des médecins à diplôme étranger, non pas pour travailler comme médecin, mais pour travailler comme infirmier ou comme aide-soignant pour aider le travail dans les hôpitaux. Alors, à partir des années 80, ces recrutements se sont multipliés. À tel point que, au début des années 90, on comptait environ 8000 médecins à diplôme européen qui travaillaient dans les hôpitaux publics. Dans la très grande majorité, ces médecins occupaient des postes précaires, des contrats de travail très courts, et ils étaient très mal payés. Pour vous donner un exemple, vous avez le tableau à droite qui vous montre les rémunérations, les salaires que touchaient une très grande partie de ces médecins. Ils touchaient environ, à l'époque c'était des francs, 60 000 francs par an. Il faut savoir que cette rémunération, c'était 2 fois moins qu'un étudiant en médecine en dernière année de médecine. D'accord? Donc c'était extrêmement bas. Et je ne parle pas des salaires que touchaient les médecins hospitaliers titulaires, qui étaient bien plus élevés encore. Ils sont 4 ou 5 fois plus élevés. Ces recrutements se concentraient principalement dans les hôpitaux périphériques, les hôpitaux qui n'étaient pas des hôpitaux universitaires, souvent situés dans des zones peu attractives pour les médecins français, à savoir dans des banlieues pauvres, dans des zones rurales. Et très souvent, ces médecins exerçaient dans des spécialités qui étaient très concurrencées par le secteur privé, comme par exemple la radiologie ou la chirurgie. Et en outre, ces médecins, beaucoup plus que les autres, exerçaient une grande partie du sale boulot, si je puis dire, dans les hôpitaux, à savoir les gardes de nuit ou les astreintes. Dans le tableau de droite, en bas, vous voyez par exemple le nombre de nuits de garde que devaient faire les médecins par chaque mois. Eh bien, vous voyez que les médecins européens faisaient en moyenne 3,8 gardes par mois, donc environ 4 gardes par mois, alors que les médecins non européens faisaient en moyenne 6. Donc ça vous donne un peu des inégalités entre ces médecins. Maintenant, si on s'intéresse aux facteurs de recrutement de ces médecins. Alors, en fait, c'est la conjonction d'une série de facteurs. La première, c'est qu'en France, à partir du début des années 80, on a voulu diminuer
le nombre de médecins. Parce qu'on estimait que former les médecins coûtait cher. Et en France, une grande partie des dépenses de santé sont remboursées par l'assurance maladie. Donc plus on formait de médecins, plus on considérait que ça allait coûter cher à l'assurance maladie. Et donc on voulait former moins de médecins. Et en plus de cela, on considérait que ce qui coûtait le plus cher, c'était les médecins spécialistes. Donc on voulait former moins de spécialistes. Donc on a décidé de réformer la formation des spécialistes. Et on a décidé que ces spécialistes seraient formés principalement dans les hôpitaux universitaires. Ce qui n'était pas le cas avant. Ils pouvaient aussi faire des stages dans les hôpitaux non universitaires. Or, cela a eu un impact très très important sur les hôpitaux non universitaires. Dans le tableau de droite, en haut, vous pouvez voir que dans les hôpitaux non universitaires, donc ce qu'on appelle les internes, à savoir donc les médecins en formation, on représente dans les hôpitaux universitaires 31% du personnel. Dans les hôpitaux universitaires, ils ont représenté quasiment 50%. Donc vous pouvez vous imaginer, vous représenter la perte qu'a représenté pour ces hôpitaux la disparition de ces médecins en formation. Ils ont eu besoin de trouver des gens pour faire le travail à leur place. La deuxième raison, c'est qu'on a observé à cette époque également une intensification du travail médical à l'hôpital. À savoir, on a considéré qu'il pour exercer ce nombre de tâches, il fallait des niveaux de qualification plus élevés, et donc on a créé de très nombreux postes de médecins à l'hôpital. Mais le problème, c'est qu'au même moment, les postes de médecins à l'hôpital, dans les hôpitaux publics, sont devenus de moins en moins attractifs. Beaucoup de médecins préféraient aller travailler dans le secteur privé, qui était plus rémunérateur, et où les conditions de travail étaient jugées meilleures. Ce qui explique une augmentation sensible du nombre de postes de médecins hospitaliers qui n'étaient pas pourvus dans les hôpitaux. Et comme vous le voyez dans le tableau en bas à droite, ces postes non pourvus étaient principalement concentrés dans les hôpitaux généraux. Alors, maintenant, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ces médecins étrangers acceptaient d'aller travailler dans ces emplois-là, qui n'étaient pas des emplois très attractifs. Alors, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces médecins étaient en fait très nombreux, puisque de très nombreux médecins issus, donc principalement des pays francophones d'Afrique ou du Proche-Orient, venaient suivre des formations complémentaires en France. En 1993, on a compté environ 15 000. Or, le nombre de ces médecins était très largement supérieur au nombre de postes rémunérés que pouvaient leur offrir les hôpitaux, à tel point que beaucoup acceptaient de faire des stages sans être payés dans les hôpitaux français. Par exemple, en 1990, dans un grand hôpital parisien, dans un grand hôpital universitaire parisien, une étude a montré qu'environ la moitié des médecins étrangers qui travaillaient dans ces hôpitaux n'étaient pas payés. Ils travaillaient comme stagiaires. Et beaucoup d'entre eux étaient également recrutés, non pas comme médecins, mais comme infirmiers. Donc, pour eux, avoir un poste de médecin, même si c'était très mal payé, c'était toujours mieux que d'avoir un poste d'infirmier, que de ne pas être payé du tout. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que petit à petit, certains de ces médecins ont réussi, au fil des années, à s'installer durablement en France, à gagner la confiance de leur chef et à enchaîner les contrats de travail. Et beaucoup d'entre eux ont fini par acquérir la nationalité française. On estimait qu'en 1994, environ les 2 tiers de ces médecins qui exerçaient sous des statuts discriminatoires, les 2 tiers avaient acquis la nationalité française. Alors, cette situation a commencé à faire l'objet de débats très, très violents en France à partir de la fin des années 80. Alors, c'est parti d'un rapport de l'Académie nationale de médecine, d'un rapport émanant des chirurgiens, donc de médecins issus plutôt des fractions dominantes du corps médical. Et donc, je cite ce rapport, donc c'est le rapport qui est à gauche. Ce rapport disait que beaucoup de postes de médecins hospitaliers
était occupé par des chirurgiens étrangers qui ne sont ni qualifiés ni qualifiables en France. Des médecins qui étaient considérés comme incompétents. Et donc, ce rapport a été commenté dans d'autres journaux, par exemple dans le quotidien des médecins, au milieu, qui était le journal médical le plus suivi en France. Et également, c'était repris dans la presse, notamment dans la presse d'extrême droite. Vous avez ici un journal d'extrême droite français qui explique qu'en France, on a déclaré la priorité pour les médecins étrangers, à savoir qu'on favoriserait les étrangers par rapport aux Français. Et ce type de discours, on le retrouve non seulement dans la presse d'extrême droite, mais également dans la presse conservatrice en France. Donc la presse de droite de manière plus générale. Et donc, on va avoir plusieurs discours qui vont apparaître dans les médias, qui vont dénoncer ces médecins étrangers, qui vont les décrire comme des gens incompétents, qui mettent en danger le système de la santé français. Donc vous voyez qu'on va voir apparaître des discours extrêmement xénophobes à partir donc des années de la fin des années 80. Et donc, le développement de ces débats va conduire le gouvernement français à prendre des mesures par rapport à ces médecins. Et donc, ils vont essayer de créer une loi qui va visant à donner un statut commun à l'ensemble de ces médecins étrangers. La difficulté, c'est que l'État français a été confronté à une double contrainte. La première, c'est qu'à ce moment-là, au début des années 90, les déficits de la sécurité sociale étaient très importants. Et donc, on ne voulait pas prendre des mesures qui allaient coûter cher à la sécurité sociale. Le deuxième problème, la deuxième contrainte, c'était que dans les médias, il y avait beaucoup de discours sur lesquels ces médecins étrangers n'étaient pas compétents et qui pouvaient mettre en danger la santé des Français. Par exemple, dans l'extrait, je vous ai mis à droite, ça c'est l'extrait d'un entretien que j'ai passé avec quelqu'un qui était à l'époque, qui était directeur général de la santé, donc c'était en gros la personne qui dirigeait le département de la santé au sein du ministère de la Santé. Et cette personne expliquait que comme il y avait ce discours qui soit vrai au fond, et que ce discours sur lequel les médecins étrangers n'étaient pas compétents, que ce discours était très répandu, le gouvernement français a dû en tenir compte et donc a adopté une loi qui était finalement une loi très discriminatoire par rapport à ces médecins. En fait, cette loi a créé un statut spécial qui était le statut de praticien adjoint contractuel, les PAC. Et en fait, ce statut, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ces médecins avaient le droit d'exercer en France, mais uniquement à l'hôpital. Ils n'avaient pas le droit d'exercer dans le secteur privé. Le deuxième point, c'est qu'en plus, ils avaient le droit d'exercer, mais seulement pour 3 ans. Ça pouvait être renouvelé, mais ils n'étaient pas d'accord pour donner un droit d'exercer définitif. Et le troisième point, c'est que les salaires qui étaient versés à ces médecins étaient inférieurs de moitié à ceux des médecins titulaires français. Donc, un statut très discriminatoire. Et au total, environ 4000 médecins étrangers ont finalement acquis ce statut en France. Alors, ce statut avait l'objet de très nombreuses critiques, très rapidement, justement en raison de son caractère discriminatoire. Mais aussi, ce que commençaient à craindre certains médecins hospitaliers français, c'était que les hôpitaux soient tentés de préférer le recrutement de ces médecins-là, qui coûtaient pas cher, par rapport à des médecins français qui eux coûtaient beaucoup plus cher. Donc on craignait que pour des médecins français intéressés par la carrière hospitalière, que ces médecins ne viennent plus à l'hôpital, et donc que quelque part, les hôpitaux publics se dévalorisent. Par ailleurs, les médecins à diplôme étranger ont commencé à s'organiser, à constituer des syndicats pour dénoncer ces discriminations. Par exemple, à droite, je vous ai mis un communiqué
commun à ces organisations de médecins non européens qui dénoncent ces discriminations, tout en expliquant qu'ils souffrent de discrimination alors qu'ils jouent un rôle fondamental dans le système de santé. À peu près, et représenter environ un médecin sur 4 à l'hôpital. Et en fait, ces mobilisations vont être couronnées de succès. Pour deux raisons. D'une part, pour des raisons, on va dire, pour des raisons politiques, puisque en 1997 arrive en pouvoir en France un gouvernement de gauche qui va pouvoir promouvoir une politique de lutte contre les discriminations visant les étrangers. Et aussi parce que, à ce moment-là, en France, on commence à dire que la France va manquer de médecins. Pendant très longtemps, on considérait que la France formait trop de médecins. On a commencé à ce moment-là à s'inquiéter d'une baisse à venir du nombre de médecins. Donc on s'est dit qu'il fallait former plus de médecins, et que dans ce cas-là, il n'était pas forcément absurde d'accepter davantage de médecins étrangers. Et donc, à partir de 1998, l'État français a pris des mesures de régularisation, et environ 8000 médecins à diplôme étranger ont été autorisés à exercer en France, aussi bien à l'hôpital que dans le secteur privé, ce qui était en France une révolution. Alors, malgré cela, ces médecins sont toujours très présents dans les hôpitaux. C'est-à-dire que les hôpitaux, on peut montrer que les hôpitaux français continuent aujourd'hui à recruter de très nombreux médecins étrangers, non européens, sur des statuts précaires. En 2011, on en comptait toujours 7 000, malgré les mesures de régularisation. On peut expliquer ce recrutement par une situation structurelle. À savoir qu'aujourd'hui, il y a toujours de très nombreux postes de médecins hospitaliers qui ne sont pas pourvus par les médecins formés en France. Et on observe toujours une dévalorisation continue des hôpitaux publics, avec une dégradation des conditions de travail et aussi des écarts de salaire, de rémunération croissants avec le secteur libéral. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ces médecins restent toujours très importants dans les hôpitaux. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que même les médecins étrangers qui sont autorisés à exercer dans le secteur privé exercent malgré tout très majoritairement à l'hôpital. C'est ce que montre le tableau que vous avez à droite, qui montre que les médecins, par exemple, formés en dehors de l'Union européenne, exercent pour les 2 tiers d'entre eux sous un statut de salarié, donc principalement à l'hôpital, ce qui n'est le cas que de 43% des médecins formés en France. Donc on peut l'expliquer par des facteurs sociologiques, qui est que l'installation en secteur libéral suppose toutes sortes de facteurs sociaux qui peuvent décourager l'installation de médecins non européens, notamment des facteurs liés à l'origine sociale, des facteurs liés à la couleur de la peau, ou encore à la maîtrise de la langue française, qui font que ces médecins vont préférer exercer à l'hôpital. Alors, pour conclure, on peut dire qu'aujourd'hui en France, on a un régime d'exercice à 2 niveaux. D'un côté, on a des médecins qui ont une autorisation de plein exercice, c'est-à-dire qu'ils peuvent exercer où ils veulent, à l'hôpital, dans le secteur privé et dans n'importe quelle région du territoire. Et de l'autre côté, vous avez des médecins qui sont autorisés à exercer uniquement dans les hôpitaux publics et sous des statuts précaires. Et ces médecins, ils ont quand même l'espoir d'obtenir, au bout de plusieurs années, au bout de 5 ans, 6 ans, voire davantage, ils ont toujours l'espoir d'obtenir une autorisation d'exercer complète. Et c'est ce qui fait qu'ils acceptent finalement ces emplois dévalorisés. Et c'est en ce sens-là qu'on peut les décrire comme une main-d'œuvre, comme des médecins captifs. C'est-à-dire qu'ils acceptent, sous ces contraintes-là, ces emplois
peu valorisé dans les hôpitaux. Alors, cette situation des médecins étrangers en France, on peut se demander, est-ce que c'est une situation provisoire, une situation structurelle? Alors, si on écoute les discours officiels, on dit que l'emploi de ces médecins étrangers sous des situations précaires est une mesure provisoire. C'est un expédient. L'objectif, c'est de ne pas venir à se passer de ces médecins. Par exemple, en fermant des services hospitaliers, en rationalisant l'organisation du système de santé, de manière à faire en sorte qu'on n'ait plus que des hôpitaux situés dans des zones qui attirent les médecins et qu'on n'ait plus besoin des médecins étrangers. Mais dans la pratique, il existe des facteurs structuraux qui font que cette situation, finalement, se perpétue. Notamment en raison de politiques publiques libérales ou conservatrices qui aboutissent à une dégradation du service public hospitalier, à des politiques qui, par exemple, régulent très peu, finalement, l'exercice de la médecine dans le secteur privé, et qui font que les hôpitaux publics ont toujours de très grandes difficultés à recruter des médecins. Et donc, finalement, on peut observer en France l'émergence d'un marché de l'emploi médical qu'on pourrait qualifier de dual, un marché double, caractérisé donc par ces deux catégories de médecins. Situation qu'on observe en France comme dans d'autres pays industrialisés. Et en France, la France finalement rejoint se caractérise maintenant par la situation qu'on trouvait déjà depuis plusieurs décennies dans des pays anglophones, notamment aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Donc on peut faire l'hypothèse que ces migrations des pays du Sud vers les pays du Nord de médecins vont seulement se poursuivre, on va s'amplifier, et qu'on va dans la direction d'un système de santé de plus en plus duo, de plus en plus cultivé, à la fois tant du point de vue des types de professionnels que des types de populations que ces professionnels concernent. Voilà, j'ai terminé, donc je vous remercie pour votre écoute et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, obrigado, professor. A gente vai abrir, a gente mais ou menos combinou, não sei se vocês estão de acordo, de já abrir para questões, porque eu acho que o assunto ainda está mais quente e talvez suscite as questões mais interessantes. E depois a gente passa às outras conferências, né? Só queria avisar para quem apresenta a banner, um representante, né, de cada grupo. A gente vai passar a partir de agora para fazer uma avaliação dos pôsteres, tá? Então os grupos, as pessoas que estão apresentando, pelo menos uma pessoa ficar de atenção lá, tá? A gente vai servir aqui a mesa, a água de coco que eles não conhecem, eu acho que é interessante, né, apresentar a água de coco para os nossos amigos aqui franceses. E vamos abrir também para questões, então. A gente tem um microfone aqui na plateia. Quem quiser colocar uma questão específica em relação ao tema, ao que foi discutido. Assim. Bom, e então está então a questão aqui. Sim, em português, se quiser fazer em francês também pode. Vários países subdesenvolvidos gastam bastante dinheiro, várias vezes público, para treinar médicos e assim, uma facilitação nos países mais desenvolvidos
o ingresso de estrangeiros não pode ser maléfico para os em desenvolvimento ou subdesenvolvidos? Je vais répondre à votre question. Alors c'est effectivement un très grand sujet. C'est effectivement un très grand sujet de débat, puisqu'effectivement, cette migration de médecins vers des pays en développement vers les pays occidentaux fait que finalement, les médecins des pays occidentaux bénéficient de médecins dont ils n'ont pas payé la formation. Et cela pose de très graves problèmes, notamment dans certains pays africains, où on observe que parfois 40% des médecins formés dans ces pays vont immigrer au travail ailleurs. Bon, très souvent, ces pays-là sont des pays qui ont des systèmes de santé en très grande difficulté, qui manquent de médecins. Donc non seulement ils ont payé la formation de ces médecins, mais ils n'en profitent pas, mais en plus, cela aggrave la situation de la médecine dans ces pays. Alors, il se trouve que beaucoup de débats qui sont développés au niveau international sur ces questions-là, notamment notamment dans les pays du Commonwealth. Et cela a conduit notamment la Grande-Bretagne en 2003 à adopter un code volontaire, un code éthique, si vous voulez, pour limiter le recrutement de médecins venant de pays qui manquent de praticiens. Ces débats se sont ensuite poursuivis au niveau de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, et en 2011, l'OMS a adopté également un code international pour également réguler davantage l'emploi de ces médecins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces codes sont des codes uniquement volontaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contraignants. Et donc, dans la pratique, ils ont très très peu d'effet sur la situation actuelle. Donc, actuellement, il y a des intérêts extrêmement puissants des pays occidentaux en fait, parce que ces migrations se poursuivent. Et donc, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes éthiques que cela pose, on n'observe pas en fait de mesures fortes qui visent à limiter ces migrations. Et y compris les pays qui viennent ces médecins ne prennent pas en fait, de mesures pour limiter ces migrations. C'est un problème qui, en fait, malgré tous ces débats, qui reste totalement entier, qui n'est pas résolu. Je suis entièrement d'accord avec vous. Uma vez eu assisti um filme, há pouco tempo atrás, um filme chamado Baby Amarli Problem, que fala justamente disso, de um médico africano que vai trabalhar numa vila francesa e ele sofre exatamente tudo que você falou aí. O nome do filme é Baby Amarli Problem. Eu acho que é interessante que as pessoas assistam para assim, entender visualmente, através de um filme, tudo que você falou aí, que é muito importante. Merci beaucoup, merci beaucoup pour vos remarques. Ce n'est pas vraiment une question, mais plus une remarque. Et c'est vrai que ce que vous décrivez là, je ne connaissais pas ce film, le titre, ça m'intéressait de m'avoir la référence. Mais ce que vous dites là, en fait, confirme les choses que même lorsqu'il n'y a plus d'obstacles juridiques pour ces médecins africains ou monde européen exercer la médecine en France, ces médecins, en fait, vont rencontrer de très très grandes difficultés à s'installer dans le secteur privé. Parce que ça renvoie
à une hypothèse sociologique qui avait développé un sociologue qui s'appelait Everett, un sociologue du travail américain qui s'appelait Everett Hughes, un sociologue des professions, qui expliquait que quand on veut exercer un métier, il y a non seulement les compétences officielles, pour exercer un métier, il faut avoir un diplôme d'abord de médecin, mais également, on attend également des caractéristiques non officielles, ce que Everett Hughes appelle des caractéristiques auxiliaires, mais qui sont des caractéristiques non officielles, mais qui sont attendues. Donc, par exemple, il expliquait, c'est un texte qu'il avait écrit dans les années 50 aux États-Unis, disait qu'aux États-Unis, un médecin, pour inspirer confiance auprès des patients, on attendait qu'il soit diplômé aux États-Unis, qu'il soit blanc, qu'il soit un homme, et qu'il soit d'une origine sociale élevée, et qu'il montre également une très bonne maîtrise culturelle de la langue, etc. Et on peut dire, plus certainement, en fait, développer cette hypothèse-là à propos des médecins étrangers qui existent en France. Et effectivement, quand vous venez, par exemple, du Ghana, même si vous êtes devenu un médecin extrêmement compétent, parce que vous avez exercé 10 ans à l'hôpital, vous êtes devenu quelqu'un de très pointu, si vous allez vous installer dans un cabinet en ville, que ce soit à Paris ou j'imagine dans le zone rurale, vous risquez d'avoir des difficultés plus grandes à avoir une clientèle que si vous exercez à l'hôpital. Et d'ailleurs, on a beaucoup de récits des médecins étrangers qui racontent qu'ils ont voulu s'installer dans le secteur privé, après avoir été autorisés à le faire, mais qu'ils ont échoué et que finalement ils sont revenus exercer à l'hôpital. C'est par exemple le cas notamment en France des médecins qui viennent de Roumanie. Parce qu'aujourd'hui en France, on a beaucoup de médecins qui viennent de Roumanie. En Roumanie, il y a des très fortes traditions francophones. Il y a des liens très anciens qui existent entre la France et la Roumanie. Donc beaucoup de médecins romains sont venus s'installer en France avec l'élargissement de l'Union européenne en 2007. Mais en fait, ces médecins romains, on pensait qu'ils allaient résoudre le problème de ce qu'on appelle en France les déserts médicaux. C'est-à-dire des zones du territoire français, des zones rurales souvent, où il y a très peu de médecins, où les médecins français ne veulent pas exercer. Et on espérait que ces médecins romains, que parfois on allait chercher directement en Roumanie, on avait des agences de recrutement qui allaient chercher, qui allaient convaincre des médecins romains de venir en France. On espérait que ces médecins allaient résoudre les problèmes des zones rurales. Et en fait, dans la pratique, très souvent, pas toujours, mais très souvent, ça a été un échec. Ces médecins n'ont pas réussi à constituer une clientèle, à gagner la confiance de la population, et finalement, ont pu aller exercer à l'hôpital. Donc, ça confirme totalement ce que vous dites. Je suppose qu'on va pouvoir observer ce genre de choses. C'est obligé à des logiques sociales très générales. On peut observer certainement dans d'autres pays que la France. Tem um filme também americano que mostra um médico naquele hospital Anthony Hopkins, nos Estados Unidos, e ele é responsável pela primeira cirurgia de uma doença chamada síndrome do bebê azul, né? Que é aquela síndrome do problema cardíaco. E a gente vê que naquele filme o negro que era auxiliar dele, que não era médico, é que consegue de verdade realizar, né, o procedimento e demora anos para que seja feito a justiça a ele, né? Você vê que a gente percebe a grande dificuldade da população negra em conseguir o seu lugar no mundo. O Brasil também é como isso, a gente percebe. Mas o que é interessante é que, nisso que você falou, esse médico prevenia Marie Gourmet, ele chega, ele tem que provar o valor dele e, como todo filme, tem a dificuldade do começo, depois tem uma fase mais tranquila, né? E no filme explica muito bem a que veio, né? Que é mostrar que, apesar de todas as dificuldades, é possível vencer a barreira que ele se propôs.
Oui, c'est tout à fait exact. À savoir que c'est tout à fait exact. À savoir qu'on peut montrer que c'est quelque chose qui vaut pour toute discrimination. À savoir que pour occuper un poste identique, il faut que les étrangers démontrer la compétence avec beaucoup plus d'efforts, avec beaucoup plus de travail que les autres médecins. En France, parce qu'on a eu ces discours très xénophobes qui se sont développés sur les médecins diplômés étrangers, la xénophobie remonte dans le fait que les médecins formés en France étaient tous présumés comme compétents. Alors qu'en fait, on sait très bien que dans les médecins français, comme partout, il y en a des bons et il y en a des mauvais. Donc, mais il y avait ce préjugé sur lequel être un médecin français, c'était mieux. Voilà. À l'inverse, pour les médecins qui étaient formés à l'étranger, c'est la même chose. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons, mais il y avait ce préjugé, ce présupposé qu'ils étaient mauvais, qu'ils n'étaient pas compétents. C'est là qu'on trouve du racisme, de la xénophobie, et qui explique que pour ces médecins étrangers, ils doivent très souvent faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir exercer des fonctions similaires. Mais on peut étendre le raisonnement non seulement aux étrangers, mais également aux femmes dans la médecine, puisqu'on sait très bien qu'en France, pour les fonctions universitaires, il y a très peu de femmes qui occupent des postes de professeurs de médecine, donc les positions les plus élevées dans le milieu universitaire, et que très souvent les femmes doivent, pour occuper des positions équivalentes, faire des efforts bien plus importants que les hommes. Donc en gros, ce sont des logiques sociales qui sont des logiques propres en fait, à toutes les populations qui, pour toutes sortes de raisons, sont discriminées ou souffrent de discrimination spécifique, que ce soit des étrangers ou des femmes. Eu queria aproveitar o gancho aqui, fazer até uma questão. Eu li no seu trabalho e eu fiquei curioso de saber a questão da validação, né? Porque a sua classificação é bem específica em relação a não diplomados na França. Né? Não é nem a questão de ser estrangeiro, é a questão da diplomação. Né? Você utiliza durante todos os slides do seu texto, você usa um termo bem específico que é a não diplomação. Não é nem a origem de ser estrangeira ou não, mas a questão do diploma. Por isso que eu queria colocar essa questão, porque ficou patente, inclusive na hora da tradução que eu fiz, não sei se foi bem sucedida, mas a tradução que eu fiz dos slides, eu fiquei na dúvida se eu colocava médicos estrangeiros, né, ou melhor, especificado médicos não diplomados na França. Então, acho que essa é uma questão central no seu texto, e a questão da validação, então, desse diploma que não é francês e como que ela ocorre ou não, né? Alors effectivement, c'est une question très importante. C'est vrai que si on veut être rigoureux, il faut dire médecin à diplôme étranger et non pas médecin étranger. Pourquoi? Parce que en France, vous pouvez très bien, par exemple, venir du Brésil et faire les études médicales en France, comme un Français. Vous pouvez faire toutes vos études médicales en France et si vous laissez le concours, avoir le diplôme d'État français. D'accord? Et dans ce cas-là, si entre-temps vous acquérez la nationalité française, vous pouvez exercer la médecine comme les médecins français. Parce que vous avez à la fois le diplôme français et la nationalité française. D'accord? Dans ce sens-là, c'est assez facile. Si vous avez fait votre étude médicale en France, c'est assez facile d'obtenir la nationalité française dans ce cas de figure-là et d'exercer la nationalité en France. Par contre, si vous faites vos études à l'étranger, et que vous venez en France simplement pour acquérir un complément de formation, pour travailler à l'hôpital, là, ça va être beaucoup plus difficile, et ce, même si vous avez acquis la nationalité française. Parce qu'effectivement, la condition de diplôme est considérée comme beaucoup plus importante que la condition de nationalité. Alors, c'est pour faire cette distinction parce que dans les médias, souvent on dit les médecins étrangers.
entre guillemets. En réalité, le terme exact, c'est non seulement de dire les médecins un diplôme étranger, mais pour être encore plus précis, il faudrait dire les médecins un diplôme non européen. C'est les diplômes, les médecins qui ont été formés en dehors des pays européens. Puisqu'aujourd'hui, les médecins formés dans les pays européens ont les mêmes droits que les médecins français. Donc, cette position de diplôme est fondamentale. C'est-à-dire qu'on considère que les médecins formés dans tous les pays européens, dans tous les pays de l'Union européenne, ont fait comme si, c'est un peu une fiction, on fait comme si ils avaient tous suivi la même formation, la même qualité de formation, et que donc ils sont habilités à exercer partout en Europe. C'est-à-dire qu'un médecin, par exemple, venant d'Espagne, peut parfaitement s'installer en France pour exercer la médecine. Cela n'est pas vrai, par contre, d'un médecin qui viendrait de Russie, d'un médecin ou d'un médecin argentin. Là, il faudrait qu'il soit d'abord en France, qu'il suive une procédure spécifique. Alors cela, en fait, a fait l'objet d'une réforme en France, justement en 2098. En fait, aujourd'hui, les médecins qui sont étrangers, qui ont un diplôme non européen, doivent passer des épreuves écrites. Et s'ils réussissent ces épreuves, ils sont autorisés à être employés dans les hôpitaux. Et ils peuvent y travailler pendant 3 ans, voire 6 ans. Et ils travaillent toujours ils ont l'obligation de travailler sous la responsabilité d'un médecin hospitalier français, qui va devoir contrôler leur travail et aussi, si c'est nécessaire, améliorer leur formation. Et si ça se passe bien, à la fin de toutes ces années, ils vont pouvoir demander à avoir un droit d'exercer définitif, aussi bien à l'hôpital que dans le secteur privé. Mais c'est encore très contrôlé. C'est-à-dire qu'on considère que les médecins qui viennent pas d'Europe, on ne peut pas considérer leur formation, on va considérer que leur formation n'est pas équivalente à celle qui se fait en France, et donc on doit les mettre à l'épreuve, et si nécessaire compléter leur formation par un passage à l'hôpital. Donc ça reste toujours très contrôlé. Voilà, j'espère que je vais répondre. C'était un peu ça la question. Même si en fait, on sait très bien que beaucoup de médecins qui sont formés en dehors de l'Europe ont des formations médicales qui n'ont rien à envier en formation française, et qui donc rien ne justifie a priori qu'ils fassent l'objet de telles mesures, de telles précautions. Boa tarde, parabéns pela palestra. O senhor falou dos exemplos dos Estados Unidos e da França sobre a xenofobia, os imigrantes, né, imigrantes. Aqui no Brasil acontece também, principalmente nos interiores, com os médicos cubanos, que eles passam a não confiar muito por questões xenofóbicas mesmo. De querer, por exemplo, o médico francês, o médico cubano, ele tem uma data na semana para fazer atendimento e o brasileiro tem outra. Acumula todos os pacientes para o médico brasileiro, por eles não confiarem no médico cubano ou venezuelano. Moraes acontece muito isso agora, principalmente da imigração. Lá, por exemplo, está muito forte hoje, não encontramos se é cubano ou venezuelano, porque eles estão colocando tudo em uma mesma caixa. E como se não fosse de confiança em um aspecto. Então, a xenofobia naquele estado está muito grande. Mas a minha pergunta é, você como sociólogo, como é que você vê a situação do Brasil hoje em relação à imigração em Roraima, mais especificamente, em torno dos imigrantes, tanto os venezuelanos, os médicos do período mais médico no Brasil lá, tem uma visão, como que um país emergente tem tanta xenofobia com pessoas que são médicos e que em outros países estão em uma classe mais elevada, como Cuba, na Venezuela. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je
ne vous cache pas que je connais mal en fait, la situation des médecins vénézuéliens au Cuba au Brésil. Alors, je serais très intéressé d'avoir la documentation à ce sujet. Alors, ce qui est vrai, quand j'ai préparé cette conférence, j'ai cherché des informations sur l'émigration des médecins entre pays, mais ce que j'ai trouvé, c'était uniquement des données, des études sur l'émigration vers les pays de l'OCDE, vers les pays donc d'Amérique du Nord notamment et d'Europe. Et j'aurais bien aimé trouver des études qui portaient sur l'émigration qui concernent également les pays émergents, les pays du Sud, vers les pays du Sud. Et là, je n'ai pas trouvé de travaux qui cadrent ce que j'ai trouvé, qui décrivaient cela. Et en plus, alors qu'en fait, cela existe, puisque vous, justement, vous me parlez ici des médecins cubains ou vénézuéliens. Donc, très honnêtement, je n'ai pas d'éléments d'analyse spécifiques pour rendre compte des formes de xénophobie que ces médecins rencontrent au Brésil. Ce que je trouve intéressant, c'est que je pense aussi à la force de la sociologie, de la méthode, des méthodes sociologiques qui reposent sur des études de cas. On dit toujours que les études de cas qu'on produit produisent des conclusions qui ne sont pas forcément généralisables, qui ne sont pas universelles, qui portent toujours sur des cas très particuliers. Et pourtant, la force des études de cas, c'est de pouvoir dégager des logiques sociales, politiques parfois complexes, et qui, en les mettant à jour, vont pouvoir permettre de montrer toutes les similitudes qui peuvent exister avec des situations autres, et notamment de fournir des analyses pour également expliquer ce qu'on observe ailleurs. Notamment, je pense que les comparaisons qu'on pourrait faire entre les médecins venant par exemple du Maghreb, de l'Afrique Nord en France, et les médecins vénézuéliens et cubains au Brésil, ces comparaisons-là seraient intéressantes aussi bien pour sans doute apporter un supplément de compréhension sur la situation française, mais aussi sur la situation brésilienne. Donc c'est pour ça que je serais très intéressé d'avoir des éléments de documentation sur ce sujet-là que je trouverai jusqu'à présent. Existe outro tipo de serviço de saúde que não sejam os hospitais públicos, privados universitários. Queria saber se existem serviços semelhantes ao que a gente tem no Brasil, que são os serviços de base comunitária, como os centros de saúde, que vão atender problemas de menor complexidade, locais inseridos na comunidade. Então, eu queria saber se existe esse tipo de serviço na França e como é que é a inserção dos estrangeiros nesse serviço. Porque no Brasil, mais médicos, ele vai ter o objetivo também de fortalecer esse tipo de atendimento, né? E em regiões de maior vulnerabilidade. Obrigada. Alors, je vais répondre. Alors, en France, les centres de santé communautaires qui existent au Brésil, aux États-Unis, en Amérique du Nord, sont très peu développés. Il en existe un très petit nombre qui ont été créés par des municipalités, très souvent de gauche ou d'extrême gauche, souvent des municipalités communistes, qui ont créé ces centres dans les années 50-60. Il y en a par exemple plusieurs dans la banlieue, dans les banlieues populaires de Paris. Mais il y en a très peu. Parce que en France, les médecins, ce qu'on appelle les médecins libéraux, donc les médecins indépendants qui exercent sous le statut privé, ces médecins-là se sont toujours très violemment opposés au développement de ces centres de santé municipaux, car ils considéraient que c'était un début, c'était une concurrence contre eux, et que qu'il fallait que ce soit une menace pour la médecine privée. Donc ces centres socialistes sont très peu développés. Donc effectivement, aujourd'hui, si on allait dans ces centres d'emploi des médecins salariés, alors je n'ai pas travaillé spécifiquement sur ces centres de santé, mais il est probable qu'on trouve également des médecins à diplôme étranger dans ces centres. Mais comme ils sont très peu nombreux, ces centres de santé, ce n'est pas aussi important que l'hôpital. En revanche, depuis environ une dizaine d'années, avec le développement de ce qu'on appelle en France
les déserts médicaux, à savoir le fait qu'on ait des zones dans les régions rurales qui ont très peu de médecins, on encourage le développement de ce qu'on appelle des maisons de santé. C'est-à-dire des bâtiments, des établissements de petite taille qui regroupent entre 10 et 20 professionnels de santé. Ça peut être des médecins, une sage-femme, un orthophoniste, des infirmières, un kinésithérapeute, avec l'idée que dans les zones rurales, c'est plus facile d'exercer la médecine dans une structure collective de ce type-là que d'exercer dans un cabinet isolé. Donc c'est une manière en fait de rendre l'exercice de la zone rurale plus incitatif, plus intéressant pour les diplômés. Donc personnellement je n'ai pas étudié spécifiquement ces maisons de santé qui se développent en France depuis environ une dizaine d'années. Mais les médecins qui exercent dans ces structures exercent toujours sous un statut libéral, c'est-à-dire sous un statut privé. Et donc, on peut faire l'hypothèse que là encore, les médecins à diplôme étranger, ils rencontreraient des difficultés pour trouver une clientèle, pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées tout à l'heure. Mais c'est une question, effectivement, sur laquelle je n'ai pas étudié spécifiquement, ou qui supposerait une enquête spécifique. Mais on n'a absolument pas en France l'équivalent des centres de santé communautaire comme existe en Brésil ou ailleurs. C'est quelque chose qui n'existe pas en France, ou très peu. Eu queria agradecer, acho que o ponto que ela tocou é interessante, na verdade, você está querendo uma comparação entre os sistemas. Eu também acho interessantíssima essa comparação, quem sabe a gente começa um programa de estudo aqui, um pouco essa ideia de fazer outras comparações em relação à maneira como o sistema de saúde brasileiro foi pensado, né? E a maneira como o francês funciona, que é bem diferente, e há um papel aí, só um comentário, muito grande dos médicos, tanto no espaço privado quanto no espaço público, e há uma espécie de hegemonia médica, e eles conseguiram fazer um sistema misto, eu diria, entre o público e o privado, de financiamento. A gente pode discutir em outro momento, talvez fique como ideia para o próximo encontro. Eu queria passar então, a gente vai, eu acho que eu te agradeço muito a apresentação, deixou muitas questões e muitas curiosidades em relação a essas comparações, né, dos dois sistemas e como eles são pensados, e eu vou passar a palavra.